Avez-vous déjà entendu parler du pays musulman qu'est l'Ouzbékistan, où des femmes vêtues de tant de tenues tank glamour sirotent des cocktails après la tombée de la nuit, et où vous pouvez vivre comme un roi pour moins de 700 € par mois? Entre la polygamie interdite et les mariages secrets, des dents en or aux acrobates marchant sur des cordes raides au nom de la tradition, nous sommes sur le point de découvrir 15 faits incroyables sur l'Ouzbékistan que personne ne vous a jamais révélés auparavant. Êtes-vous curieux? Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de laisser votre empreinte sur cette vidéo en nous disant d'où vous venez dans la section des commentaires ci-dessous. Quand la chaleur estivale frappe Tachkent et dépasse 40 degrés Celsius, en vous promenant le long des boulevards ombragés, vous apercevrez des femmes habillées comme si elles étaient à Milan ou à Los Angeles. Jupes courtes, jeans en denim, t-shirts colorés noués à la taille, parfois même des hauts déboutonnés qui laissent compasser la brise sèche du désert. Les tenues traditionnelles, les brocards chatoyants, les tuniques brodées à la main, les écharpes fluides, donc oui, elles existent. Mais ici, elles sont réservées aux moments spéciaux, aux mariages, aux cérémonies religieuses ou aux jours fériés. Pas pour une course au supermarché un mardi ordinaire. Au cœur des villes ouzbèques, ces femmes dirigent des entreprises, enseignent à l'université, présentent des émissions de nouvelles et dirigent de même des équipes entièrement masculines. Statistiquement, l'Ouzbékistan réécrit aussi d'anciennes idées reçues. À partir de 2025, 17,5% des politiciens du pays sont des femmes, se classant troisième parmi toutes les anciennes nations soviétiques, juste après la Biélorussie et la Lettonie, et bien devant le modeste 9,8% de la Russie. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes ouzbèques sont ouvertes à l'idée de sortir avec des étrangers, voire de les épouser. Êtes-vous impressionné par les femmes de l'Ouzbékistan? Si oui, commentez avec le chiffre 8 et nous vous révélerons plus sur la façon de les connaître. Mais vous êtes-vous déjà demandé si les rumeurs sur les multiples épouses et les mariages secrets sont vraies? Ce qui va suivre va vous surprendre. Quand vous entendez que plus de 90% de la population ouzbèque est musulmane, vous pourriez vous demander si la polygamie fait partie de la vie quotidienne ici. Par la loi, l'Ouzbékistan interdit strictement la polygamie. Si un homme est surpris vivant avec plus d'une épouse, qu'il ait ou non organisé une cérémonie de mariage traditionnelle, il risque de graves conséquences, des sanctions administratives, voire des poursuites pénales. Dans les villes, surtout, la plupart des Ouzbeks s'opposent fermement à l'idée d'avoir plusieurs épouses. Le mode de vie moderne, l'éducation et l'influence des valeurs mondiales ont changé les mentalités. Mais la réalité n'est pas toujours noire ou blanche. Dans les campagnes, une autre tradition persiste. Selon la loi islamique, un homme peut avoir jusqu'à 4 épouses, s'il peut les traiter toutes de manière égale et subvenir à leurs besoins financiers. Et dans certaines communautés, des hommes organisent encore discrètement des cérémonies pour une seconde ou troisième épouse, témoins par la famille, les amis et parfois un imam. Ces mariages non enregistrés n'offrent aucune protection. Les secondes épouses n'ont aucun droit à l'héritage, pas de pension, pas de statut officiel. Elles dépendent entièrement de la bonne volonté de l'homme. Et pourquoi les femmes accepteraient-elles cela? Les femmes plus âgées, les divorcées, les veuves, dans une société où le mariage a une valeur culturelle profonde, choisissent parfois cette voie plutôt que de vivre seules. Mais attendez, Tachkent, après la tombée de la nuit, pourrait bien réécrire tout ce que vous pensiez savoir sur ce pays. De jour, Tachkent semble détendu, presque réservé. Des rues baignées de soleil, des parcs bordés d'arbres anciens, et le bourdonnement constant de la vie quotidienne. Mais quand le soleil se couche, la ville change de rythme, et une Tachkent très différente émerge. Des Chevrolets blanches glissent le long des boulevards illuminés au néon, transportant les habitants vers des lieux de divertissement. Des bars sur les toits brillent contre le ciel nocturne, offrant des vues imprenables sur la tour de télévision et les lumières de la ville à perte de vue. À l'intérieur de pubs cosy de style européen, vous entendrez le doux strumming de guitares acoustiques et dans des clubs souterrains, des DJ locaux mixent en un mélange hypnotique de rythmes deep house superposés à des rythmes folkloriques d'Asie centrale. À Tachkent, il est tout à fait normal que les femmes sortent aussi pour profiter de la vie nocturne. Elles sirotent des cocktails, concluant des affaires et dansent sous des plafonds illuminés par des LED. Et cela ne s'arrête pas lorsque l'horloge indique 11 heures.
Flânez sur la place Timor ou dans la vieille ville près du bazar Chorsu après minuit, vous tomberez sur des stands de nourriture en plein air, le crépitement des kebabs remplissant l'air, des rires se mêlant à la brise nocturne fraîche et des habitants continuant à discuter sous les étoiles. Les saveurs de la vie nocturne de Tashkent ne sont que le début. Ensuite, nous allons plonger dans le coût de la vie incroyablement bas qui pourrait bien vous faire repenser à l'endroit où vous souhaitez passer votre avenir. En matière de coût de la vie, l'Ouzbékistan est l'un des secrets les mieux gardés du monde, surtout si vous le comparez aux États-Unis ou à l'Europe. Un repas complet dans un restaurant local coûte entre 3 et 5 euros. Si vous vous sentez un peu chic et que vous avez envie d'un steakhouse à l'occidental, cela ne vous coûtera même qu'environ 10 à 15 euros. Envie d'un cappuccino? Il est à vous pour environ 1,50 €, une bonne affaire comparée aux 5 euros des cafés Starbucks à Los Angeles. Maintenant, parlons du loyer. Un appartement d'une chambre dans le centre de Tashkent coûte entre 250 et 400 euros par mois. Si vous vous éloignez un peu du centre, les prix chutent encore plus, entre 150 et 250 euros pour un endroit confortable. Les services publics comme l'électricité, l'eau, l'internet haut débit et le gaz, en tout, vous regardez entre 40 et 60 euros par mois. L'internet seul, illimité et rapide, ne vous coûtera qu'environ 10 à 15 euros par mois. Les transports? Pratiquement une broutille. Un ticket de bus ou de métro coûte seulement 15 à 20 centimes par trajet. Les taxis de la ville coûtent généralement entre 2 et 4 euros pour la plupart des destinations. Même si vous décidez de louer une voiture, le prix de l'essence tourne autour de 2 euros le gallon, presque la moitié de ce que vous paieriez dans la plupart des villes américaines. Mettez tout cela ensemble et le coût total de la vie mensuelle pour une personne vivant confortablement à Tashkent se situe généralement entre 500 et 700 euros. Pas étonnant que l'Ouzbékistan devienne rapidement un aimant pour les freelances, les retraités, les nomades numériques et les aventuriers du monde entier. Êtes-vous intéressé à visiter ou à vous installer en Ouzbékistan? Si oui, commentez 1 pour nous faire savoir que vous suivez toujours notre contenu. Ensuite, nous plongerons dans le secret culinaire le plus savoureux du pays, pourquoi l'Ouzbékistan pourrait bien être un paradis caché pour les amateurs de bonne cuisine. Au cœur de chaque festin ici se trouve un plat, le plov. Le plov est un riche pilaf de riz cuit lentement, chargé d'agneaux tendres, de carottes sucrées, d'oignons parfumés et de gousses d'ail entières. À travers l'Ouzbékistan, il existe plus de 60 variations uniques de plov. À Tashkent seulement, certains mariages traditionnels servent du plov dans des pots si énormes qu'ils nourrissent plus de 1000 personnes. En fait, l'Ouzbékistan détient un record du monde Guinness pour avoir cuisiné un plov pesant plus de 15 000 livres en utilisant une grue pour remuer le colossal plat. Ici, le pain, ou naan, est traité presque comme un cadeau sacré. Il existe une croyance profondément enracinée selon laquelle placer le pain à l'envers ou le laisser toucher le sol manque de respect aux bénédictions venues du ciel. Chaque région prépare son propre style de naan. Dans certaines régions, vous trouverez des pains ronds et dorés. Ailleurs, des artisans pressent des motifs géométriques complexes dans la pâte à l'aide de moules sculptés, transformant chaque pain en une œuvre d'art comestible. Et si vous pensez que l'Europe a le monopole des fromages étranges et des boissons, l'Ouzbékistan a sa propre réponse, le koumis. Le koumis est du lait de jument fermenté, une boisson légèrement alcoolisée, blanche et trouble, au goût aigre, crémeux, fort et inoubliable. Et ensuite nous allons entrer dans un monde où des rituels anciens de vapeur, de pierre et de purification de l'âme prospèrent encore aujourd'hui. Mais d'abord, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer nos dernières et plus passionnantes mises à jour. Randos Seventedayen Sansondole Samismolage Balenor. Bienvenue au hammam, le bain de vapeur traditionnel ouzbek. Cette tradition remonte à l'époque de la route de la soie, lorsque les marchands, les érudits et les aventuriers parcouraient les continents et avaient un besoin d'endroits pour se reposer, se rafraîchir et guérir. Beaucoup des hammams que vous pouvez visiter aujourd'hui, notamment à Boukhara et à Samarcande, ont plus de 600 ans. En entrant, vous verrez d'énormes dômes en pierre, percés de petits trous en forme d'étoiles qui laissent entrer des rayons de lumière dorée. Sous vos pieds, de l'eau chaude jaillit de sources souterraines naturelles, remplissant l'air d'une chaleur brumeuse.
et vous pouvez sentir le parfum subtil des herbes flottant à travers la vapeur, menthe, eucalyptus, peut-être une touche de thym sauvage. Les hammams ouzbeks bourdonnent de conversation, de rires et du cliquetis des tasses à thé. Dans certaines régions, il est traditionnel qu'une mariée visite le hammam avec sa mère et ses proches parentes féminines avant le jour de son mariage. Elles se baignent ensemble, lavant les anciennes inquiétudes et la malchance entrant dans leur nouvelle vie purifiée, bénies et renouvelée. Restez avec nous, ensuite nous plongerons dans le monde des énormes pots de riz, de mariage et des danses d'adieu que vous n'oublierez jamais. Ici, un mariage est un événement qui concerne tout le village, où voisins, parents et vieux amis se rassemblent à l'aube pour préparer ensemble un festin. Le rassemblement commence généralement avant le lever du soleil chez la famille du marié. Chaque homme a un rôle. Certains hachent des montagnes de carottes, leurs mains se mouvant rapidement et avec assurance. D'autres grillent des morceaux juteux d'agneau sur des feux rugissants. Quelques-uns attisent doucement les flammes sous un énorme pot en métal, si grand qu'il peut atteindre 1,50 m de large. Autour de lui, on entend le bourdonnement de la musique folklorique, le cliquetis des tasses à thé remplis d'oblis de thé vert chaud et le murmure bas d'anciennes histoires racontées pour la millième fois. Ici, l'acte de cuisiner ensemble est une bénédiction pour le mariage, un moyen de renforcer les liens et d'honorer l'histoire partagée de tous les participants. Lorsque la mariée et le marié arrivent, vêtus de soie chatoyante et rayonnant de fierté, le gigantesque pot de plov est prêt. Un plat chargé d'épices, de souvenirs et des mains d'un village entier. Des danses d'adieu éclatent, pas celles répétées et polies que vous voyez dans les salles de mariage, mais des éclats spontanés et joyeux, de mouvements, de musique et de rires sous les étoiles. Restez avec nous. Ensuite, nous allons plonger dans le monde passionnant de l'art ancien de la marche sur corde raide en Ouzbékistan. Et croyez-moi, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Qui oserait se tenir sur une corde mince suspendue haut au-dessus de la terre, juste pour gagner quelques applaudissements? Cela semble fou, mais en Ouzbékistan, c'est une tradition célébrée qui suscite autant de fierté que les victoires au football ou les mariages somptueux. Rencontrez le darboz, l'art époustouflant et palpitant de la marche sur corde raide. À chaque grand festival, de Navruz au jour de l'indépendance, en passant par les foires estivales animées, vous trouverez une performance de darbos au cœur de la célébration. Les artistes, généralement vêtus de costumes blancs brodés flottants et de chaussures souples, se tiennent sur des cordes tendues entre des bâtiments imposants ou sur de grandes scènes en plein air. Parfois, ces cordes s'élèvent jusqu'à 50 mètres de haut. Regardez un artiste darbos se déplacer léger sur ses pieds, presque en flottant, danser avec le danger, tandis que les tambours résonnent en dessous et que la foule retient son souffle. En Ouzbékistan, des familles entières se spécialisent dans la marche sur corde raide depuis des centaines d'années, transmettant secrets et techniques de père en fils, de mère en fille. Devenir darboz ne consiste pas seulement à avoir du courage, c'est honorer un héritage, protéger une forme d'art et inspirer. Ensuite, nous allons découvrir une tradition étincelante où la richesse ne se porte pas autour du cou, mais dans la bouche. L'Ouzbékistan abrite la mine d'or de Murunto, l'une des plus grandes mines d'or à ciel ouvert au monde. En vous promenant dans une ville rurale ou un bazar animé, si vous apercevez un éclat de soleil provenant de la bouche de quelqu'un, vous êtes témoin de l'une des traditions les plus uniques de l'Ouzbékistan, les dents en or. Depuis des générations, les couronnes en or et les plombages en or sont considérés comme un symbole de prospérité, tout comme une montre coûteuse en Occident. Plus il y a d'or qui brille dans votre sourire, plus votre statut social est élevé. Surtout parmi les femmes ouzbèques dans les zones rurales, un sourire doré est une source de fierté. Quand elles parlent, rient ou chantent, leurs dents scintillent comme de petits coffres au trésor, transformant des conversations ordinaires en quelque chose d'à peine cinématographique. Les cliniques dentaires en Ouzbékistan se spécialisent même dans ce domaine. Vous pouvez commander des couronnes en or, des bagues en or ou même de minuscules gravures, des motifs délicats gravés sur vos molaires pour un éclat vraiment personnalisé. Elles ont aussi un but pratique, un compte d'épargne portable. Si les temps deviennent durs, vous pouvez vendre ces dents en or pour de l'argent. Aujourd'hui, dans les grandes villes comme Tachkent et Samarcande, les jeunes préfèrent eux des sourires blancs modernes et élégants.
Mais dans les campagnes, où les traditions sont plus profondes que les tendances de la mode, un sourire doré reste à jamais à la mode. C'est une tradition qui allie beauté, praticité et héritage, scintillant fièrement au soleil, à travers les bazars, les mariages et les étals de marché. La passion de l'Ouzbékistan pour l'or ne s'arrête pas aux bijoux ou aux dents. Ensuite, nous allons plonger dans un monde vibrant de costumes, de tambours, de melons de la taille de ballons de football et de célébrations qui rendent le nouvel an presque banal. Du printemps à l'hiver, l'Ouzbékistan s'anime avec des festivals, où musique, danse et coutumes anciennes créent un feu d'artifice culturel que peu d'étrangers ont la chance de voir. Navrouz, célébré chaque année le 21 mars, marque le nouvel an persan et le premier jour du printemps. À travers le pays, les rues en Samtap se remplissent de danses folkloriques, de gigantesques festins de plov et du doux parfum du soumalak, une bouillie faite de jeunes blés, soigneusement remuée pendant 24 heures comme un rituel de purification pour l'année à venir. En mai, c'est le moment du festival de la soie et des épices à Bukhara, l'une des villes légendaires de la route de la soie. Vous pouvez flâner à travers des bazars vendant de la soie scintillante, de la poterie artisanale, des paquets d'épices exotiques et des instruments de musique traditionnelle, tandis que des parades de performeurs en costumes brodés ramenant l'esprit ancien des marchands à la vie. En été, une autre surprise inattendue, la journée du melon à Karakalpakstan. Les habitants exhibent fièrement des melons si gros et si sucrés. L'air se remplit du parfum sirupeux des fruits mûrs, tandis que des concours couronnent les meilleurs, les plus gros et les plus parfumés melons de l'année. Alors que la chaleur cède la place à un automne frais, l'énergie se déplace vers le festival culturel de Samarcande. Organisé sur la majestueuse place Rogistan, cet événement attire des artistes de plus de 50 pays, mettant en avant la musique traditionnelle, les danses anciennes et des défilés de mode inspirés par des siècles de savoir-faire d'Asie centrale. Et si vous êtes un amateur de cinéma, octobre est votre mois. Le Festival international du film de Tashkent, le plus grand d'Asie centrale, transforme la capitale en un centre créatif, projetant des films d'art du monde entier dans de grands théâtres de l'ère soviétique. Ensuite, nous allons entrer dans les yourtes emblématiques et les maisons en briques de terre qui ont abrité des générations face au vent du désert. En Ouzbékistan, vous trouverez des yourtes, des tentes rondes blanches faites de feutre et de bois, parsemant le paysage comme des perles éparpillées sur le sol désertique. Ces yourtes sont fraîches en été, faciles à monter, et évoquent l'esprit nomade des ancêtres de la région. Ouzbeks, Turkmènes, Kazakhs et Kirghizès, qui erraient autrefois dans les vastes steppes d'Asie centrale. Même aujourd'hui, vous trouverez des yourtes installées dans les jardins des gens, servant de salons d'été, d'espaces confortables pour le thé de l'après-midi, des siestes paresseuses et de petites réunions animées. En vous déplaçant vers les villes, des endroits comme Tashkent et Samarcande, vous remarquerez que la ligne d'horizon reste basse et ouverte. La plupart des bâtiments en Ouzbékistan restent modestes, ne dépassant pas 4 ou 5 étages, et il y a une bonne raison à cela. L'Ouzbékistan se trouve dans une zone sismique active, sujette aux tremblements de terre. La construction de bâtiments bas n'est pas seulement un choix, c'est une question de sécurité et de survie. Le résultat est des paysages urbains aérés, remplis de lumière, de vastes cours et des quartiers qui se sentent ouverts. Dans les quartiers plus riches de l'Ouzbékistan, la classe supérieure construit des manoirs inspirés de légendes, mélangeant le design d'Asie centrale avec une touche européenne. Imaginez des murs en marbre, des dômes décoratifs, des fontaines scintillantes et même des portes dorées brillantes sous le soleil du désert. Dans certaines parties du monde, le thé n'était qu'une boisson, un rituel matinal rapide ou une douceur après le dîner. Mais en Ouzbékistan, le thé, c'est quelque chose de bien plus grand. Chaque repas ici commence et se termine par du thé chaud. Même entre les repas, il est courant que les Ouzbeks se rassemblent pour 5 à 7 tasses par jour, lors de discussions à midi, de visites surprises ou d'après-midi paresseux. Mais pour les visiteurs de première fois, il y a une coutume qui peut sembler déroutante. Dans la culture ouzbèque, une tasse à moitié pleine signifie restez, détendez-vous, profitez. Cela vous invite à en demander plus, à poursuivre la conversation, à partager vos histoires, à établir la confiance. Mais si un hôte remplit votre tasse jusqu'au bord dès le départ, cela pourrait être sa manière polie de dire « Merci, mais il est temps de partir bientôt ». À travers la vallée fertile de Fergana, on vous servira souvent du thé vert doux, parfois infusé avec des feuilles de chaume de menthe plus fraîches pour une touche de fraîcheur supplémentaire.
Pendant ce temps, dans les régions désertiques de l'ouest de l'Ouzbékistan, la tradition penche vers le thé noir fort, audacieux, terreux, souvent accompagné de confitures sucrées ou de pain sec, siroté lentement alors que le soleil brille à l'extérieur. Et servir le mauvais type de thé ici peut être considéré comme une petite faute de goût, un signe que vous n'avez pas encore appris l'art délicat de l'étiquette locale. Niché au cœur de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan est l'un des deux seuls pays au monde, avec le Liechtenstein, à être doublement enclavé. Cela signifie que non seulement l'Ouzbékistan n'a pas de côte, mais chaque pays qui le borde est également enclavé. Pour atteindre la mer ouverte, vous devez traverser au moins deux pays différents. Avec une superficie d'environ 173 000 miles carrés, à peu près la taille de la Californie, l'Ouzbékistan est le troisième plus grand pays d'Asie centrale. Le nom Ouzbékistan signifie lui-même terre des Ouzbeks, et aujourd'hui, plus de 80% de ses plus de 35 millions d'habitants appartiennent à ce fier groupe ethnique. L'Ouzbékistan affiche un taux d'alphabétisation de près de 99%, un chiffre qui rivalise avec celui de certaines des nations les plus développées du BLSP du monde. La langue officielle est l'ouzbek, une langue turcique écrite en alphabet latin aujourd'hui, mais le russe est encore largement parlé, surtout dans les affaires et la vie urbaine. Le climat de l'Ouzbékistan écrit un autre chapitre de son identité. Le pays bénéficie de 265 jours ensoleillés par an, mais c'est une terre d'extrêmes. Les étés sont brûlants avec des températures atteignant 45 degrés Celsius. Les hivers mordent fortement, tombant en dessous de moins 15 degrés Celsius. Et pourtant, c'est cette dureté même qui produit certains des melons les plus sucrés du monde, un trésor naturel que les habitants présentent fièrement chaque année. C'était autrefois un centre florissant de la route de la soie. Aujourd'hui, des villes comme Tachkent, Samarcande et Kokand murmurent encore ces récits, leurs dômes colorés, leurs mosaïques de complexes et leurs bazars animés restant des souvenirs vivants d'une époque où le monde passait par ici. Le Karakalpakstan couvre près de 40% de la superficie totale de l'Ouzbékistan, ce qui représente environ un tiers de l'ensemble de la nation. Pourtant, malgré sa taille, il reste reconnu internationalement comme faisant partie de l'Ouzbékistan. La population ici est petite, juste environ 2 millions de personnes. Elles ont leur propre parlement, leur propre constitution, et jusqu'à récemment, elles avaient même une clause spéciale leur permettant de tenir un référendum pour l'indépendance sous certaines conditions. Cela a été supprimé en 2022 par le gouvernement central, un acte qui a déclenché de vastes manifestations à travers la région. La vie dans le Karakalpakstan est difficile. Il y a peu de ressources, des industries limitées et presque pas de grands bâtiments à mentionner. Les gens dépendent encore de l'élevage et de la pêche pour survivre. Pourtant, dans la ville capitale de Nuku, vous trouverez l'un des trésors les plus inattendus du monde, le musée d'art Savitsky, abritant des dizaines de milliers de peintures avant-gardistes, secrètement préservées à travers des décennies de bouleversements politiques. Aujourd'hui, de nombreuses familles karakalpak envoient leurs fils et leurs filles dans d'autres parties de l'Ouzbékistan à la recherche de meilleurs emplois et d'un avenir plus radieux. Mais le désir d'une plus grande autonomie, peut-être même d'une indépendance totale, murmure encore dans les rues, les champs et les déserts ouverts. En Ouzbékistan, Chevrolet n'est pas seulement populaire, c'est pratiquement la voiture nationale. En 2008, General Motors a conclu un accord majeur avec le gouvernement ouzbek. Ensemble, ils ont ouvert une immense usine à Asaka qui produit désormais plus de 250 000 véhicules chaque année. Grâce à la production locale, les Chevrolet sont abordables pour les Ouzbeks du quotidien. La plupart des taxes d'importation sont annulées, ce qui signifie qu'une voiture neuve peut coûter aussi peu que 7 000 à 14 000 euros, une énorme affaire dans un pays où le revenu annuel moyen est encore inférieur à 2 500 euros. D'autres marques étrangères, comme Toyota, Honda, Volkswagen, existent encore ici, mais elles sont considérées comme des articles de luxe. Grâce à de lourdes taxes et à des frais d'importation élevés, leurs prix peuvent être 1,5 à 2 fois plus élevés que ceux d'une Chevrolet fabriquée localement. Il est courant de voir des quartiers où presque 4 véhicules sur 5 sont des Chevrolet. Des modèles compacts Spark aux robustes SUV Captiva circulant dans les avenues baignées de soleil de Tashkent. Pour de nombreux Ouzbeks, posséder une Chevrolet est plus qu'avoir une voiture.
C'est un symbole de la vie moderne, un goût d'indépendance et un outil pour poursuivre des rêves à travers des routes poussiéreuses et des rues de villes animées. Nous avons exploré 15 faits incroyables sur ce pays incroyable. Si vous avez aimé la vidéo sur l'Ouzbékistan, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton J'aime et de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien est la force motrice qui nous aide à nous améliorer continuellement et à vous apporter encore plus de contenu engageant. Merci et à bientôt dans notre prochain documentaire de voyage. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.